Au Niger, c'est l'indignation des citoyens après la décision de la France qui classe de nouveau le pays en zone rouge. Les habitants de la capitale se disent furieux. Vous les entendrez dans cette édition. En Somalie, les Chebabs ont attaqué ce dimanche un hôtel réputé à Mogadiscio. Plus de 10 personnes ont perdu la vie dans ce énième assaut des djihadistes dans la capitale. Et puis, au Zimbabwe, le gouvernement accuse un évêque d'incitation au génocide. Le prélat a émis de virulentes critiques sur la répression menée par le pouvoir du président Emmerson Mnangagwa contre les opposants. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Niger, les populations sont en colère après la décision de la France de classer le pays en zone rouge. Une décision de Paris qui intervient une semaine après l'attaque contre les humanitaires dans laquelle 6 Français ont été tués. Certains citoyens de la capitale de Bamako se sont exprimés. Écoutons-les. Je suis furieux contre la France et vraiment si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, moi je crois que c'est très simple. La France n'a qu'à fermer son ambassade et quitter le Niger parce qu'elle dit que c'est invivable. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à fermer l'ambassade et fermer la base militaire et retourner chez eux. Donc parce que leur présence, ça ne sert à rien. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti aujourd'hui humilié dans sa chair. Le Niger en rouge. Mais ils n'ont qu'à partir, bon sang. Ils n'ont qu'à partir. Dans tous les cas, ils vivent à nos crochets. Hein. Il faut se dire la vérité. Ils vivent à nos crochets. Le gouvernement nigérien, je l'exhorte à protester contre ce classement et pour dire que non, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est ça. C'est totalement arbitraire. À la limite, c'est du mépris à l'endroit du peuple nigérien et que la France doit traiter dans le cadre des relations diplomatiques la France et le Niger comme un État souverain. C'est aussi la faute des Nigériens parce que la sécurité des personnes n'est pas suffisamment assurée dans le pays, parce qu'il y a trop de bandits de tout genre. Donc, il faut renforcer et mieux organiser ce système sécuritaire. En Côte d'Ivoire, Pulchéri Balé, une responsable de la société civile qui avait appelé à des manifestations contre un 3e mandat du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, a été arrêtée à Abidjan. L'annonce de son arrestation a été faite ce dimanche par son entourage. Précision. Présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, une organisation de la société civile proche de l'opposition, Pulchéri Balé a été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche en compagnie de 2 de ses collaborateurs par des hommes encagoulés. Selon Samba David, le responsable de l'ONG, la coalition des indigènes de Côte d'Ivoire, l'activiste ivoirienne est actuellement détenue à Abidjan dans les locaux de l'unité de lutte contre le grand banditisme, une section de la police qui l'accuse d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection. Les manifestations liées à l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara et interdites par le pouvoir ont eu lieu à l'appel de l'opposition et de la société civile, dont Alternative citoyenne ivoirienne. Mais ces manifestations ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. Selon le bilan officiel fourni ce vendredi, 68 personnes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui au cours de ces manifestations. Élu en 2010 puis réélu en 2015, le président Alassane Ouattara, 78 ans, avait annoncé dans un premier temps, en mars, passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juin dernier d'un infarctus. Après sa mort, Ouattara a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un 3e mandat. On reste toujours en Côte d'Ivoire, plus précisément à Daoukro. Le fief de l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié, est candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Les tensions subsistent après les violences contre la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. Ces violences ont fait au moins 6 morts dans la ville et ses environs. Précision. Le premier jour, il a fait une discussion avec un Malinké ici. Parce que lui, il était dans l'affaire de combat là, à Daoukro. Donc ils l'ont vu
au village ici. Et il a discuté bien avec lui. Seulement, il a pris colère et il est parti. Donc, comme ils étaient en train de garder, à 2 h du matin, on nous appelle, on dit que non, il a été abattu. En arrivant sur les lieux, on a vu le corps de mon cousin couché, mais on n'a pas aperçu l'assassin. Mais vous voyez quelle perte nous avons eue. Nous n'avons pas pu. Aujourd'hui, nous sommes au dehors. On ne sait même pas où aller. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. On s'est dispersés. Nous demandons seulement la paix. On a vraiment évité le pire. Ça aurait pu être un carnage. La communauté ici, après, c'est vrai qu'il y a eu ces événements, mais elles savent vivre ensemble. Elles savent vivre ensemble. Et ça va passer. Ça va passer. Les djihadistes somaliens Shebab ont lancé ce dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, la capitale, fréquentée par les responsables gouvernementaux. Selon un bilan officiel, 10 civils et un policier ont été tués dans cette attaque. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Élite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens. Puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Il a fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Élite, a indiqué Ismaël Mokhtar Omar, un porte-parole du ministère de l'Information. Mais il n'a pas fourni de détails sur l'opération ayant mis fin à ce qui avait été décrit plutôt comme une prise d'otage. Dans la foulée, les quelques 250 personnes présentes dans l'hôtel ont été évacuées. Des civils mais aussi des responsables politiques et des membres du Parlement. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information, Abdirazak Abdi. Mais le bilan des morts pouvait encore augmenter car l'explosion de la voiture piégée qui a précédé l'attaque de l'établissement par des hommes armés a été massive. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué traduit par SIT, groupe américain de surveillance des sites islamistes, affirmant que leur martyr avait pris le contrôle de l'hôtel et qu'il avait infligé de lourdes pertes aux personnes qui y étaient présentes. La Somalie a plongé dans le chaos après la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivie d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Shebab. En Égypte, 5 personnes ont été blessées dans l'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle, situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, la capitale. Le gouvernement du Caire a indiqué sur Facebook qu'une enquête a été lancée pour évaluer les causes de cet effondrement. L'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle situé dans le centre du Caire a fait 5 blessés samedi. Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont suivi les opérations de sauvetage de 14 personnes, dont 5 ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures. Une enquête a été ouverte pour évaluer l'impact de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook. Il a également précisé que l'immeuble abritait des commerces et que seulement 2 appartements étaient habités. Situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, près de la célèbre place Tahrir, l'édifice de 14 étages a été construit en 1900, a précisé sur Facebook Soker Zaki Hawaz, urbaniste et membre de l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine, chargé de la mise en valeur du patrimoine urbain. Le centre-ville du Caire, où de nombreuses constructions datent du 19e siècle ou du début du 20e siècle, a longtemps hébergé la bourgeoisie cairote et d'importantes institutions publiques. Mais bien qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces immeubles sont pour la plupart délabrés ou à l'abandon. Au Zimbabwe, le gouvernement a accusé un évêque catholique de pousser au génocide, et ce après ses virulentes critiques contre la répression menée par le pouvoir du président Emmerson Mnangagwa contre les opposants du pays. Dans une lettre au ton inhabituel, la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe a critiqué ce vendredi la répression sans précédent menée récemment par le pouvoir contre les opposants. Elle s'est également inquiétée de la crise économique et sociale qui ébranle le pays depuis plus de 20 ans. La lettre pastorale dénonçait la situation actuelle des droits de l'homme au Zimbabwe et notait que l'appel à des manifestations est l'expression d'une frustration
et d'une aggravation croissante causée par les conditions dans lesquelles la majorité des Zimbabwéens se trouvent. En tant que confédération des juristes catholiques, nous exigeons du gouvernement ce qui suit. Premièrement, des excuses et une rétractation de la réponse acerbe donnée à la lettre pastorale. Deuxièmement, l'assurance qu'aucun préjudice ne sera causé aux évêques à cause de la lettre pastorale. Nous demandons le respect des droits de l'homme. Et cinquièmement, nous demandons le respect de l'état de droit. Et enfin, que le gouvernement tienne compte de l'appel lancé par les évêques en faveur d'un appel urgent à la paix et à la construction de la nation. La ministre de l'Information a estimé que cette lettre avait été rédigée sous la direction de l'esprit maléfique de l'archevêque Robert Ndlovu, président de la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe. Elle l'a accusé de vouloir attiser la psychose de la victimisation sociale parmi les Ndebele, minorité ethnique du Zimbabwe à laquelle appartient l'archevêque Ndlovu. Ceci en cherchant à en rendre coupables collectivement les membres de la majorité Shona à laquelle appartient notamment le président Emmerson Mnangagwa. Ces remarques ont été vivement condamnées par la coalition formée autour du Mouvement pour le changement démocratique, MDC, principal parti d'opposition qui a condamné ce discours de haine incendiaire et demandé au gouvernement de s'excuser pour ces remarques inacceptables. Et puis en RDC, la joie des fidèles catholiques, les services religieux suspendus depuis près de 5 mois ont repris ce dimanche. Les responsables religieux soulagés font en sorte de respecter les mesures sanitaires imposées pour limiter la propagation du coronavirus. Bon, c'est un soulagement d'abord parce que je venais plus. Donc j'avais plus le droit de venir, donc on restait seulement à la maison. Mais aujourd'hui je suis fier. Non, avant le corona c'était à 7. Mais maintenant ça c'est à 4. Juste 4 personnes. Et on ne se sert plus le même. C'est dans ce sens aussi, nous avons constaté pendant le confinement, nous n'étions pas autorisés de dire des messes, de faire les activités. Maintenant nous sommes très libérés à faire nos activités en bonne et due forme. Et le dimanche, au lieu de 4 messes, nous allons célébrer 6 messes. Et là, ça va nous permettre d'avoir les espaces, aussi 3 par banc. Quand vous allez constater l'église, les fidèles sont 3 par banc pour éviter cette contamination. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.